C'est là que se prennent les décisions qui concernent le progrès, la politique et l'histoire du monde. Alors, vous y croyez maintenant? Il ne s'agit pas des interprétations du théoricien du complot, Jan van Helsing, mais des déclarations de plusieurs francs-maçons. Toutes les personnalités dont le nom figure sur la liste sont-elles pour autant déconjurées? Veulent-elles toutes l'avènement du nouvel ordre mondial? Ou sont-elles, comme tous les frères des degrés inférieurs, ignorant des décisions prises au sommet dans les hauts grades? Quand on parle de francs-maçons, on parle le plus souvent de membres des loges bleues. Qu'en est-il des hauts grades? Y apprend-on autre chose? Le travail réel se fait dans les hauts grades. C'est là que se prennent les décisions qui concernent le progrès, la politique et l'histoire du monde. Nous devons maintenir le scotisme, doctrine de Jean Duns Scott, théologien écossais, qui donne la priorité de la volonté sur la raison. C'est sous son égide que nos ancêtres ont connu leur jour de gloire, qu'ils ont fait chuter les tyrans et chasser les étrangers. Mais l'œuvre n'a pas encore été réalisée en Italie. C'est pour cela que nous aurons encore besoin des Écossais, du rite écossais. Que ferons-nous de Saint Jean, loge allemande de Saint Jean? Nous lui emprunterons son nom, symbole de paix, pour prendre nos ennemis par surprise. À quoi nous servira ce symbole? Il sera notre bouclier le jour du combat, rien d'autre. À quoi nous serviront les loges? À nous protéger de nos adversaires. Un franc-maçon napolitain dans le journal maçonnique de Leipzig, 26 mars 1875, à la page 150. Voilà, cher lecteur, des paroles claires. La franc-maçonnerie semble inoffensive à première vue. Elle ressemble à une association de vieux monsieur qui s'unit à la maison. C'est souvent l'impression que veulent nous donner les émissions de télévision qui lui sont consacrées. Comme nous le voyons dans la dernière citation, on trouve dans la franc-maçonnerie, surtout dans les hauts grades, des loups déguisés en agneaux. Cela ne ressemble plus du tout à une organisation charitable ou fraternelle. Mais les francs-maçons visent-ils tous le même objectif? Les frères des loges inférieures savent-ils ce qui est communiqué aux frères des hauts grades? Les membres du rite écossais ont la stricte obligation d'apparaître dans les loges de Saint-Jean sous le signe du maître, de ne porter que des vêtements de maître, de ne jamais montrer le tablier ou le bandeau des hauts grades. Ils ne doivent communiquer à personne leur appartenance au haut grade. Les enseignements et les rituels du rite écossais ainsi que le nom des frères des hauts grades sont souvent inconnus du frère moyen. Ce sont eux qui sont les piliers de l'initiation, eux qui ont le savoir et le vrai pouvoir. Il est arrivé souvent que dans des loges se rebellent contre la domination incontrôlée des hauts grades, mais toujours en vain. Conrad, les riches, Der Tempel der Freimaurer, de 1 au 33e, le temple des francs-maçons, du 1er au 33e degré, à Berne, 1937, à la page 24. Vous avez souvent entendu parler des bienfaits des loges. Le monde profane ne connaît des loges que cet aspect de charité qui existe réellement, mes frères. Mais les profanes et les frères sont dans l'erreur s'ils pensent que c'est l'essentiel du travail des loges. La franc-maçonnerie n'a pas été instituée pour tromper l'humanité avec des dons lignifiants. Elle laisse ce travail aux organisations de charité. Elle aspire plutôt, en tant qu'institution philosophique et progressiste, à éliminer l'ordre social profane, source de tout malheur, et à le remplacer par sa propre vision de la société et de la politique, mes frères. N'oubliez jamais que les loges ne sont pas un club ou une association que nous fréquentons pour des objectifs privés de second ordre, elles incarnent le système étatique. Si votre cœur est adouci par toutes les souffrances que vous avez vues et que vous êtes venu dans le cadre d'un groupe de charité pour apaiser et aider les hommes qui ont été poursuivis par le destin et que vous pensez que votre vocation pourrait s'épanouir, faites demi-tour. Si c'était notre seul objectif, pourquoi aurions-nous besoin de tous ces secrets? Dans le journal de Kelet, organe de la Grande Loge de Hongrie, numéro 9 et 10, juillet, août et septembre 1900
11, page 252 et suivante. Le loup sort du bois. Et qu'en est-il de l'interdiction d'aborder des sujets politiques dans les loges? Il y a un reproche qui surprend beaucoup de gens. La franc-maçonnerie s'occupe trop de politique. Elle ne fait que de la politique. Mais, grand Dieu, comment pourrait-elle faire autre chose que de la politique? On explique que les francs-maçons ne s'occupent ni de religion ni de politique pour la forme. Est-ce de l'hypocrisie? Nous nous sommes sentis obligés par la pression des lois et de la police de cacher ce qui est notre devoir, notre seul devoir. Gonard, à voix haute au banquet du Grand Orient du 18 septembre 1886, dans le bulletin du Grand Orient de France, 1886, page 545. Selon Limbrunner, les francs-maçons et un renversement. Ratisbonne, 1919, page 18. Détroussez l'ennemi, quel que soit, terrassez le puissant, en le calomniant, en le diffamant, mais détruisez-le le plus tôt possible. Nous devons nous tourner vers la jeunesse, il faut la séduire, elle doit être rassemblée sous les drapeaux des sociétés secrètes, pour avancer à pas de loup, mais d'autant plus assurés, et nous rapprocher de notre objectif. Nous devons respecter deux choses. Nous devons avoir l'air d'être doux, comme des colombes, mais rusés comme des serpents. Vos pères, vos enfants, vos femmes, même ne doivent jamais connaître le secret que vous portez. Vous savez que celui qui se découvre de façon intentionnelle ou fortuite a signé son arrêt de mort. Document secret d'une loge italienne daté du 20 octobre 1821, publié dans Giac Cretino, Joly, l'église romaine en face de la Révolution. Paris, Henri Plon, 1859, volume 2, page 86. Vous attendiez-vous à autant de clarté? Il n'y a rien à ajouter, tout est limpide. Beaucoup de gens célèbres déclarent être francs-maçons, comme nous l'avons vu. Ces personnes savent-elles tout ce que nous venons d'apprendre? Le journaliste et historien Louis Blanc, un franc-maçon, explique. Il plaisait au souverain, au grand Frédéric par exemple, de prendre la truelle et le tablier. Pourquoi pas? Comme on leur avait soigneusement caché l'existence des hauts grades, ils ne connaissaient de l'ordre que ce qu'on pouvait leur confier sans risque. Louis Blanc, Histoire de la Révolution française Lacroix, Paris, 1878, 15 volumes, deuxième édition. Vous voyez, vous ne savez rien, comme la plupart des 5 millions de francs-maçons dans le monde qui n'ont aucune idée de ce qui se joue dans les hauts grades. Aujourd'hui, ce n'est pas exactement comme il y a un siècle. Le président sortant américain George W. Bush, en tant que franc-maçon et membre des Skull and Bones, était tout à fait conscient de son devoir et du rôle qu'il avait à jouer. Jörg Haider, le gouverneur de la Carinthie, en Autriche, l'avait sous-estimé et il est tombé dans le piège. Dans les livres de théorie du complot, on parle souvent des poignées de main des francs-maçons, des signes cachés dans la presse, par lesquels les francs-maçons communiquent entre eux. Dans un texte issu de la loge, on en apprend un peu plus. Les fraternités secrètes, telles que les francs-maçons, ont institué des signes de reconnaissance particuliers que seuls connaissent depuis des temps immémoriaux. Ce sont les plus souvent des signes ou expressions discrets qui peuvent être perçus par plusieurs sens que le frère promet et jure de garder secret, peu importe les conditions. On comprend pourquoi ces signes de reconnaissance ne sont communiqués à l'apprenti que lorsqu'on en est sûr que le secret sera bien gardé, ou comme disent les francs-maçons que la loge est couverte. Avant qu'on craignait l'inverse, on se mettait en garde réciproquement en prononçant le mot « il pleut ». Inscription d'admission de l'ordre maçonnique mixte international Soleil Levant, publié par le frère Zier à Erfurt, à l'intention des francs-maçons, page 19. Vous verrez de ces signes secrets dans ces livres. Auparavant, nous voulons connaître le rapport de la maçonnerie avec la presse. La franc-maçonnerie doit détenir le pouvoir, et elle l'a, le pouvoir de créer l'opinion publique et de la guider. Rivista,
Masonica, organe mensuel du Grand Orient d'Italie, 1892 à la page 2. Ou bien nous sommes les créateurs et les guides de l'opinion publique, ou alors nous n'avons aucune raison sérieuse d'exister. Revista Masonica, 1889, page 19. Bref, qu'avons-nous découvert? Les objectifs de la franc-maçonnerie recouvrent ce que nous avons lu sur le nouvel ordre mondial et sur le gouvernement mondial. Cela veut-il dire que tous les conspirateurs sont des francs-maçons, ou seulement quelques-uns? Que les conspirateurs ont emprunté les idées des francs-maçons? Ont-ils fait front commun? La franc-maçonnerie a-t-elle été infiltrée? C'est ce que nous allons voir maintenant. Il y a 16 ans, j'ai écrit 2 livres sur les sociétés secrètes qui ont été saisies et retirées de la circulation par les autorités en 1996 à cause de leur contenu. J'y ai expliqué sur plus de 800 pages comment quelques familles influentes d'industriels et de banquiers dirigent une grande partie de l'économie mondiale. Dans ce contexte, le mot franc-maçon revenait souvent. On ne peut pas mettre sur le même plan les francs-maçons et les Illuminati, terme que j'ai utilisé pour décrire ces familles dans mes livres. Je compte parmi mes amis de longue date des francs-maçons de haut grade, et bien que je ne sois moi-même pas membre d'une loge, j'aime bien discuter avec eux, car ce sont des personnes ouvertes, cultivées et curieuses, dont la vision des choses dépasse largement celle du citoyen profane. Ce sont tous des gens intègres, loyaux, spirituels et pleins de sensibilité. Au cours de ces discussions, j'ai pu constater qu'il existe différentes branches dans ces loges et qu'elles ont souvent des avis contrastants, voire opposés. Franc-maçon ne veut pas dire franc-maçon. Certaines loges sont très orientées vers la spiritualité, d'autres vers le matérialisme, le pouvoir, les intérêts et les contacts politico-économiques. D'autres s'occupent plus de culture ou de charité. La mystique juive et l'Ancien Testament jouent un rôle important dans la maçonnerie classique. Dans les loges allemandes s'impose une vision du monde conservatrice et nationale. L'islam est l'ennemi numéro un et les propos sur Israël et sur la Banque centrale américaine, la Fed, sont très à droite de la CDU, Christliche Demokratische Union, ou l'Union chrétienne démocrate, parti politique conservateur d'Allemagne, existant depuis 1945. Lors d'une réunion de maîtres de loges différentes, rite écossais, rite d'York, Rose-Croix, prieuré de Sion, en mars 2009, à laquelle j'ai pu prendre part en partie, j'ai pu m'entretenir avec diverses protagonistes. Nous avons parlé de politique mondiale, de Lucifer, du rôle des banques privées dans le monde et de l'islamisation en Europe. Ce que j'ai entendu m'a souvent surpris, mais je me suis engagé à ne rien répéter et je m'y tiendrai. J'entends les critiques. Oui, Helsinki peut prétendre avoir rencontré un tel ou un tel et aligner des citations. Il arrange les choses à sa façon. Il se construit un monde sauvage de conspirateurs et il finit par voir des fantômes là où il n'y en a pas. Je peux comprendre ses reproches. C'est pourquoi, cher lecteur, j'ai pensé, pour ce livre, à une approche très particulière. Au lieu d'essayer de convaincre et de prouver des choses, je vais laisser parler un type qui vous racontera de l'intérieur ce qu'ils font. Qu'en pensez-vous? Passionnant? C'est ce que je me suis dit. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un abîme entre ce que l'on lit dans les médias et ce que les francs-maçons publient eux-mêmes. Ce sont en général des libres penseurs, des agitateurs, des révolutionnaires qui ont l'esprit tourné vers l'ésotérisme ou vers l'occulte, ce qui rend les discussions avec eux très intéressantes. Les hauts grades veulent changer les choses pour obtenir un gouvernement mondial. Est-ce mal? Ne serait-ce pas un objectif louable? Les guerres et la dépopulation de l'humanité sont-elles des passages obligés pour atteindre ce but? Ou est-ce le projet le plus diabolique dont vous ayez entendu parler et le nouvel ordre mondial est vraiment l'état esclavagiste du futur? C'est précisément cette question que je vais poser à un franc-maçon de haut grade. J'entends parallèlement des nouvelles critiques. Helsinki a retourné sa veste. Est-il le nouveau porte-parole de l'ennemi? Ou bien continue-t-il à être le chercheur de vérité? C'est bien la dernière proposition qui est valable,
car comme tous les systèmes de pouvoir, la franc-maçonnerie est soumise à de grands bouleversements dont nous allons rendre compte de façon détaillée. C'est ce qui explique le titre du livre jaune numéro 2, La guerre des francs-maçons. À propos de l'interview, je voudrais donner quelques précisions sur l'interview et sur la personne interviewée avant de commencer. J'ai fait lire l'introduction que vous venez de lire à cette personne avec toutes les citations et les accusations qui y figurent. Elle prendra position. Comme on spécule depuis des siècles sur les secrets des francs-maçons, il m'apparaissait important de questionner un initié sur ce sujet. J'y suis parvenu. Nous allons donc témoigner d'une vision du monde qui peut paraître abstraite pour beaucoup d'entre vous, mais qui est prépondérante, car ces personnes exercent une influence prépondérante dans le monde économique et politique. Notre ami franc-maçon va s'exprimer de façon extensive sur le fond, sur la spiritualité et sur l'aspect politique de son organisation. Je tiens à préciser que je ne partage pas cette vision du monde et des choses. Je voudrais simplement permettre à mes lecteurs de savoir ce que pensent et font les francs-maçons. L'interview s'est déroulée sur plusieurs jours avec quelques jours d'interruption. Elle a été enregistrée sur magnétophone. Comme vous pourrez le constater, l'entretien s'amorce sur un ton un peu sec et réservé, et peu à peu l'ambiance devient plus décontractée. J'ai enregistré 26 heures de conversation, et de temps en temps, selon les degrés émotionnels des questions, l'interviewé me tutoie. Je n'ai rien changé, car la vision authentique de l'entretien me paraissait plus pertinente qu'une version corrigée. Ainsi, vous pourrez voir une image plus claire de sa vie et de son expérience. J'ajouterai, pour conclure cet avant-propos, que ceux qui connaissent mes livres attendent de moi que j'appuie là où cela fait mal, que je mette cette personne à nu, en lui posant des questions directes sur le nouvel ordre mondial et sur d'autres sujets brûlants. Ce ne sera pas le cas, et je vous explique pourquoi. D'abord, il n'a pas été facile de pousser un franc-maçon de haut grade à parler de sujets normalement soumis au secret maçonnique et qui n'ont jamais été partagés avec le monde profane. D'autre part, j'avais en face de moi une des personnes les plus cultivées que j'ai pu rencontrer, qui par son âge aurait pu être mon père et qui donnait une impression générale très agréable et positive. Cette personne mérite un certain respect que je lui ai accordé. Si vous avez lu l'entretien que j'ai publié entre le journaliste canadien Benjamin Fulford et David Rockefeller, vous avez pu constater que Fulford ne s'y est pas non plus pris comme un bûcheron. Notre entretien a débuté dans la prudence. Je voulais lier connaissance, savoir à quel genre de personne j'avais affaire, comprendre le cheminement intellectuel d'un franc-maçon de haut grade, ce qui le motive et ce qui se passe réellement dans la franc-maçonnerie. Si j'avais abordé directement des sujets tels que la domination mondiale, mon interlocuteur se serait sans doute levé et il aurait interrompu notre entretien. Ce n'est pas ce que je voulais. Mon père, à qui je soumets toujours la version brute de mes livres, m'a suggéré de mettre les sujets brûlants au début de l'entretien, car c'est ce qu'attend le lecteur. Il m'a également conseillé de raccourcir les passages sur l'Ancien Testament et sur certains rituels, ceci étant un peu long. Mais j'y aurais perdu le fil rouge et j'ai décidé de le publier tel quel. Il me semble de première importance de bien comprendre le rôle du temple de Salomon, des colonnes Jachin et Boaz, du Dieu de l'Ancien Testament, des rituels des différentes loges et surtout de Lucifer, pour pouvoir comprendre pourquoi les tours jumelles devaient s'effondrer le 11 septembre 2001, le rôle et l'origine du nouvel ordre mondial est en premier lieu pourquoi les maîtres du monde croient qu'il faut absolument réduire la population mondiale. Si on ne sait pas qui est Lucifer, on ne peut pas comprendre pourquoi le nouvel ordre mondial est une chance pour notre planète. Pour savoir qui est Lucifer, il faut remonter loin dans l'Ancien Testament et dans les rituels symboliques de la franc-maçonnerie. Pour comprendre comment peut-on avoir l'idée de dominer le monde et pourquoi on divise l'humanité en deux catégories, il est primordial de faire connaissance avec notre interlocuteur. Je voulais également connaître son cheminement personnel, savoir pourquoi il est devenu franc-maçon et ce qu'il a ressenti quand il a été confronté au premier rituel.
Il se peut que les premiers chapitres de l'entretien soient un peu âpres. J'ai insisté et je suis revenu souvent à la charge pour mettre à nu et atteindre le cœur philosophique de la franc-maçonnerie. Je vous prierai de ne pas sauter ces passages car tout au long de l'entretien, je reviendrai sur ces aspects philosophiques. Je ne voudrais pas qu'on me reproche ultérieurement de n'avoir traité que des aspects partiels de la franc-maçonnerie pour les interpréter de façon négative. Parmi mes lecteurs, il y aura sûrement des francs-maçons qui seront sans aucun doute les premiers surpris d'apprendre à quoi on est confronté dans le monde du haut grade. C'est pour cette raison que je n'ai pas raccourci les passages sur les rituels afin que les francs-maçons qui liront ce livre puissent être sûrs que c'est un initié qui s'exprime. Je ne voudrais pas non plus exercer de censure sur mon interlocuteur. Il s'exprime de façon intense sur des sujets qui vont sans doute vous déranger, voire vous angoisser. Il doit pouvoir s'exprimer, s'expliquer et justifier sa position. Pour terminer, je voudrais préciser que mon interlocuteur est une bibliothèque maçonnique ambulante et qu'en adoptant un ton trop mordant, je me serais coupé de la possibilité d'aller encore plus loin dans un entretien ultérieur. Voilà, assez parlé. Venons-en au sujet. Essayons de pénétrer ensemble dans ce monde de rituels, de serments, de secrets et de duperies ou mystifications afin de faire connaissance avec l'atmosphère élitiste d'une confrérie. Respirez profondément, car je vous promets une chose, jamais vous n'auriez imaginé notre monde de cette façon. On y va.